Vous allez maintenant nous parler du mot jalon. Alors le mot jalon, c'est un mot issu du titre de mon ouvrage, Jalon pour une paléohistoire des derniers chasseurs. Alors c'est un terme qui dit d'abord une certaine modestie personnelle. Je pense qu'il n'y a pas de préhistorien qui soit immodeste, on est tous très, très modestes par rapport à nos recherches. Donc c'est un terme déjà qui signifie que la paléohistoire est un horizon. Ce n'est pas une réalité encore. En tant que démarche, il s'agit d'une démarche à construire. Par conséquent, c'était quelques petites, quelques petits drapeaux plantés sur le cheminement qui peut nous conduire à systématiser un peu plus cette démarche compréhensive. Car si je reviens un instant à la notion de paléohistoire, pour moi, il s'agit d'une notion qui vise la compréhension historique. Ce n'est pas une notion, je la distingue soigneusement, je distingue soigneusement la notion d'histoire de la notion de chronique. Je pense qu'on a fait dans notre discipline beaucoup jusqu'à présent, c'est normal, c'est une discipline très jeune, de chronique. On a relaté des faits, on continue dans certains cas, sans nécessairement chercher les significations à ces faits, sans modéliser ces faits. Parce que la compréhension passe par des modèles et puis par nécessairement des référents actualistes. Je renvoie aux travaux d'Alain Gallet, Jean-Claude Gardin, etc. On ne peut pas comprendre si on ne compare pas, si on ne cherche pas des régularités, si on ne compare pas les régularités préhistoriques et des régularités observées dans d'autres domaines. Bref, donc quand je dis paléohistoire, c'est un effort de compréhension. Je dis aussi souvent, pour paraphraser une formule célèbre à propos de l'histoire des annales, qu'il s'agit de préhistoire problème et non plus seulement de préhistoire récit. On a dit à propos de l'histoire des annales qu'il s'agissait d'une histoire problème et non plus seulement d'une histoire récit, CF chronique. Donc jalon, c'est parce que c'est un horizon et j'ai eu envie à travers ce livre de donner envie de participer à plusieurs à cet élan. Bon, après, je parlais de modestie, modestie face aux sources. Nos sources sont des bribes, vraiment des tout petits bouts de réalité préhistorique. Il faut en être parfaitement conscient et retisser autant que faire se peut entre ces petits fragments, au prix de la modélisation, comme je disais tout à l'heure. N'oublions pas aussi que dans cette paléo-histoire, j'y reviens, ce sont des sondages que nous faisons. Nous sommes complètement tributaires des sites et des capacités que nous avons à les découvrir. Parlons très concrètement, par exemple dans la région parisienne où je travaille, une quarantaine de sites magdaléniens, donc qui couvrent la fin de l'Heinrich I et puis le Bölling. Une dizaine de sites asiliens, on va dire, donc qui couvrent Bölling et puis Alleröd. Et puis pouf, un grand trou dans nos connaissances correspondant au Drias récent. Donc c'est 1000 ans quand même d'absence archéologique. Pour des raisons qui sont totalement inexpliquées pour le moment. Donc est-ce que ce sont des questions de conservation? Est-ce que ce sont des questions de détection? Parce qu'on est quand même très tributaire de ces méthodes de détection qui sont en cours d'amélioration. Voilà, bon, et puis ça reprend à la charnière Drias récent, Pré-Boréal, avec les fameux sites belloisiens. Donc, même dans les périodes les mieux connues, cette oasis documentaire, comme dit François Bon, qu'est le tardiglaciaire du bassin parisien, nous procédons par sondage. Nous procédons par sondage, donc des périodes qui pour l'instant manquent, et puis, pour les périodes les mieux connues, comme le magdalénien, des datations imprécises à 5 siècles près. Donc, en fait, ce que nous faisons, c'est, quand on compare tout ça, quand on met en perspective tout ça, une démarche historique, paléohistorique, eh bien, on compare, moi, ce que j'ai appelé des arrêts sur image. Voilà, Pincevent, quelques semaines.
Étiole, quelques autres semaines. Le Closeau, quelques autres semaines asiliennes. Donc c'est une espèce d'arrêt sur image. Donc on revient à jalon, hein, vous voyez, des petits focus. Et c'est ce qui m'a conduit aussi récemment à repenser un tout petit peu les relations entre paléoethnographie et paléohistoire. Si vous voulez, on pourra en reparler. La paléoethnographie et la paléohistoire, pour moi, étant très très étroitement liées. Hein. Je disais tout à l'heure, paléohistoire égale préhistoire problème. Et la façon de poser les problèmes, de poser les questions et d'y répondre passe par la paléoethnographie, passe par la connaissance la plus intime possible, sinon des sociétés, du moins des modes de vie. Si bien que, assez récemment, j'en suis arrivé à la conclusion provisoire que ce que j'appelle paléohistoire, c'est un prolongement de l'ambition paléoethnographique, telle que Leroi-Gourhan l'avait juste dessinée, et que j'aime à définir comme une paléoethnographie structurale, comparant des écarts entre modes de vie, avec ces petites tranches de temps que nous offrent ces arrêts sur image, ces focus, ces jalons.